Bonjour à tous. Donc merci à l'ensemble des participants d'être ici. Euh, donc c'est une conférence qui se déroule dans le cadre des Journées de l'économie de Lyon, qui est un événement sur Lyon très important cette année qui s'adapte aux conditions sanitaires. Et donc je voulais les remercier pour accueillir cette conférence en off organisée par l'Open Diplomacy. Ce que je vais demander, peut-être que c'est déjà le cas de manière automatique, mais c'est à l'ensemble des participants, à part les intervenants bien sûr, de mettre leur caméra en off et leur micro en off. Et donc s'il y a des questions, de les poser dans le chat. Moi, je les synthétiserai et je les reprendrai à la fin. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de la conférence, hein. Au niveau timing, ce que je vous propose, donc, c'est d'avoir les interventions de nos trois intervenants jusqu'à environ 19h30 et après d'enchaîner sur une période de questions-réponses d'environ 15 à 20 minutes. Alors, Open Diplomacy est un institut qui vise à promouvoir les enjeux internationaux et avec une vision pédagogique. Donc, dans ce cas, nous organisons notamment des conférences, ce que nous appelons dans les Diplolabs. Nous organisons aussi des événements un peu plus de plus grande ampleur. C'est notamment fin septembre, nous avons organisé les rencontres du développement durable. Et nous sommes aussi très, très actifs sur des thématiques sur l'égalité homme-femme, sur la souveraineté. Tous ces enjeux nous intéressent et vous pouvez aller voir sur notre site. Nous traitons de beaucoup de sujets. Nous rédigeons aussi beaucoup d'articles de publication qui visent notamment à mettre la lumière sur ces enjeux. Au niveau numérique, Open Diplomacy s'intéresse de plus en plus à cet enjeu. C'est une évolution économique et au niveau des relations internationales qui est fondamentale. Et nous nous intéressons notamment aux grandes politiques menées et les impacts et les bénéfices sur les citoyens européens et c'est l'ensemble de ces enjeux. Au niveau concernant le sujet de l'open data, donc la donnée est évidemment un enjeu stratégique et qui est donc ancré dans l'actualité. C'est un outil de politique publique, c'est aussi un outil de transparence de l'action administrative, c'est un outil également de développement économique et la donnée fait l'objet d'initiatives multiples et notamment au niveau européen où le commissaire Breton est très actif sur cette question. Et la perspective au niveau européen, la perspective plus lointaine, c'est vraiment le développement de l'intelligence artificielle. Donc, sans données, pas d'IA. Or, l'objectif européen est vraiment de développer une IA européenne. Donc, on a des politiques européennes qui visent à ouvrir et faire circuler au maximum la donnée. Au niveau français, on a également beaucoup d'initiatives, et notamment la mission en cours sur la politique publique de la donnée, la mission Botorel, qui vise notamment à préciser un petit peu la question des données publiques, des données d'intérêt général, comment ça s'articule. Et donc, l'objet de cette conférence était vraiment de voir un petit peu les enjeux et les besoins pour le décideur local de l'utilisation des données. Un axe sera pris sur les données environnementales qui sont un petit peu à la croisée de l'ensemble de ces enjeux. Et pour parler de ce sujet, donc, nous aurons avec nous donc, le professeur Annie Blanvin. Donc, vous êtes professeur de droit à l'IMT Atlantique et également membre du Conseil national du numérique. Et vous avez participé à la rédaction le 9 juillet, qui est paru le 9 juillet 2020, de l'avis sur faire des données environnementales des données d'intérêt général. S'en suivra l'intervention de Jean-Marie Bourgogne. Vous êtes délégué général d'Open Data France, qui est une association française qui accompagne et soutient les collectivités dans leurs projets Open Data. Open Data France est un acteur national clé de la politique d'Open Data et c'est évidemment une référence en la matière. Ensuite, et ce sera le troisième intervenant, Frédéric Charles, vous êtes responsable des plateformes numériques de Suez en France pour l'ouverture des données aux collectivités locales dans le cadre des contrats de délégation de services publics. Vous êtes aussi animateur du blog Grain SI qui traite régulièrement de l'open data.
Je vous propose donc de commencer les interventions et notamment, donc je laisse la parole à Madame Annie Blandin. Bien, bonsoir à tous. Je vous remercie pour cette initiative et cette invitation. Et effectivement, je vais vous parler de données environnementales d'intérêt général dans le cadre du travail que nous avons mené au Conseil national du numérique. Donc, nous avions, à la demande de la ministre chargée de la transition écologique et du secrétaire d'État chargé du numérique, nous avions rédigé une feuille de route sur le numérique et l'environnement qui va finalement inspirer plus ou moins largement la stratégie interministérielle qui devrait être présentée d'ici la fin de l'année sur ce sujet. Et en accompagnement et toujours sur saisine du gouvernement, nous avons rédigé un avis sur les données environnementales d'intérêt général. Donc c'est de cela que je veux vous parler à la lumière des enjeux territoriaux. Alors ces données environnementales, on les a considérées comme une brique d'une politique plus globale en faveur de la transition écologique. Et ce que l'on a considéré plus particulièrement, ce sont les données d'intérêt général. Alors tout le monde sait qu'en droit, aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment définies. En tout cas, ce sont des données qui ont vocation à être ouvertes sur la base d'un certain nombre de critères qui peuvent être la nature des données, la qualité de la personne qui contrôle les données ou encore l'usage. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord ce qu'est une donnée environnementale, qui les collecte, les produit, comment on les collecte et on les traite, quel est l'enjeu du partage que j'utilise ici dans un sens très générique, hein, sachant que évidemment il y a une diversité d'actions possibles, de l'accès jusqu'à la réutilisation. Autre question, avec qui partager, puis quel régime juridique, puisque le Conseil du numérique plaide pour un régime unique pour les données d'intérêt général, qu'elles soient produites dans un cadre privé ou public, et pour une généralisation de la qualification de données d'intérêt général pour les données environnementales. Alors, ces données environnementales, on peut les définir de manière très large. Elles peuvent être environnementales par nature, comme les données géographiques, ou par destination selon l'usage que l'on va en faire, comme les données de mobilité. Ce sont des données qui ont la particularité d'être liées à d'autres données, en particulier les données de santé, les données agricoles, et elles acquièrent de ce fait assez rapidement une dimension infrastructurelle. Ces données ont aussi une dimension souveraine du fait de leur encastrement dans le territoire, c'est le cas en particulier des données géographiques, et c'est cette approche d'ailleurs qui est retenue dans le projet sur la gouvernance européenne des données. Ces données peuvent être personnelles ou pas. Si elles le sont, c'est le régime des données personnelles qui prime. Elles peuvent être sensibles dans certains cas. On désigne ainsi les données dont la révélation peut causer un tort à l'environnement, hein, par exemple la localisation d'une espèce rare protégée. Et puis, on va retrouver d'autres distinctions, notamment dans les chartes et les contrats, qui vont des données sources aux données de synthèse, en passant par les métadonnées. Et l'ouverture ici peut varier selon justement cette qualification. Alors, qui les collecte et les produit? On va bien sûr parler ce soir de l'open data et du cadre public de la collecte et de la mise à disposition de ces données, mais il y a aussi beaucoup de données collectées, produites, traitées dans un cadre privé. Pour les données environnementales, les associations en particulier jouent un rôle très important, ce qui montre que non seulement les données sont encastrées dans un territoire, mais elles ont aussi une épaisseur humaine. Il y a de plus en plus de cas de coproduction de données entre entités publiques et privées. On peut citer l'exemple rennais d'Ambassadeur, donc un projet de la métropole rennaise qui repose sur l'utilisation de capteurs citoyens pour mesurer la qualité de l'air. Coproduction, mais aussi évidemment production par des machines dans le cadre de l'IoT. Et finalement, ce que l'on observe, c'est que le territoire est une échelle pertinente, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, mais qu'il s'agisse aussi du territoire européen, puisque la Commission européenne réfléchit à la possibilité de constituer des espaces de données pour structurer justement le paysage européen.
Comment sont-elles collectées, traitées? La première finalement configuration de collecte, c'est la cueillette des données, hein, notamment quand on travaille sur la biodiversité. Et puis bien sûr, on va vers des traitements de plus en plus sophistiqués, avec notamment l'évolution d'une logique de stock vers une logique de flux, où tout l'enjeu va être de traiter en temps réel un certain nombre de données. Et bien sûr, vous l'avez dit en introduction, l'intelligence artificielle représente un enjeu majeur et les données sont effectivement l'input indispensable. L'enjeu du partage. Alors, il y a bien sûr la connaissance. Pour protéger l'environnement, il faut le connaître. On y associe bien sûr la recherche. Ces données mises à disposition vont venir en appui des décisions publiques, mais elles ont aussi un intérêt très grand pour les entreprises qui vont offrir des services, créer des projets, avec évidemment l'idée d'aller vers une innovation durable. Et puis vient l'enjeu citoyen, puisque le citoyen est à la fois comment dire, celui qui crée de la donnée, mais aussi celui qui va être destinataire. Alors, on se pose la question de savoir avec qui partager. Ce qui prime quand on parle de données d'intérêt général, c'est la problématique du partage de l'acteur privé vers le gouvernement. Donc, c'est une logique B2G principalement. Mais bien sûr, il y a tout l'enjeu du partage de données entre acteurs privés. Alors, bien sûr, certains sont réticents. Dans tous les cas, il faut que cela se fasse sur une base contractuelle. On peut citer pour l'agriculture la plateforme API Agro, par exemple. Puis, nous avons des configurations où les acteurs privés, les entreprises mettent à disposition directement du citoyen un certain nombre de données. Et puis, le citoyen devient un acteur important puisqu'il coproduit, met à disposition également des données pour les différents acteurs. Alors, à partir de cette définition large, la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cet avis, c'est quel régime juridique pour les données, avec une disparité que tout le monde connaît, l'open data, ouverture des données par défaut, est en marche. En revanche, les données sont moins ouvertes lorsqu'il s'agit de données fournies, enfin collectées dans un cadre privé. La loi pour une république numérique a ouvert la voie avec l'ouverture de ces fameuses données d'intérêt général, même si en tout cas le spectre reste un peu restreint, puisqu'il s'agit soit de données statistiques, de données énergétiques, celles produites dans le cadre d'une mission de service public. Donc il reste toujours un lien organique finalement entre celui qui contrôle la donnée et le critère de l'ouverture. À cela s'ajoute un grand nombre d'approches sectorielles ou des approches spécifiques. On peut citer la loi biodiversité qui exige des maîtres d'œuvre qu'ils communiquent les données brutes. Et finalement, sur la base de ces textes très épars, eh bien, on voit apparaître plusieurs modalités d'ouverture. Il y a le simple accès, il y a le partage qui suppose une logique d'échange et il y a toutes les formes de réutilisation. Donc, pour créer un régime juridique des données environnementales d'intérêt général, il faut effectivement s'appuyer sur ces textes, mais aussi élargir le spectre et prendre en compte une problématique très délicate qui est la conciliation entre l'ouverture que l'on appelle de nos voeux et la maîtrise des données. Alors, on cite souvent les freins en disant il y a effectivement des cas où les entreprises, les acteurs privés ne veulent pas ouvrir leurs données. On a tendance à dire que c'est toujours pour de mauvaises raisons. Il y a bel et bien de bonnes raisons, évidemment, qui peuvent légitimer une semi-ouverture ou le refus d'ouvrir. En tout cas, tout l'enjeu, c'est de parvenir à l'équilibre. Alors, sur cette base, nous avons estimé qu'il serait tout d'abord intéressant, plutôt que de parler d'un côté d'open data qui renvoie aux données publiques et de données d'intérêt général pour les données fournies dans un cadre privé, il serait intéressant d'avoir une définition commune, quel que soit le mode de production. Donc, puisque les données publiques
soumises à l'open data sont aussi des données d'intérêt général, si on veut vraiment être proche de la définition. Deuxième élément, nous souhaitons une généralisation de la qualification de données d'intérêt général pour les données environnementales. On a pour cela fait référence à un certain nombre de concepts fondateurs, les données environnementales qui sont rattachées au patrimoine commun de l'humanité que représente l'environnement. Et on s'est également inspiré de la théorie des communs pour dire qu'il faudrait les gérer finalement comme des communs, ces données environnementales. Alors là où tout le monde dit, ça y est, il faut une nouvelle loi, il faut absolument légiférer rapidement, nous avons estimé, parce qu'on a rencontré beaucoup d'acteurs, selon la méthode du CNUM qui consiste à faire des auditions, à faire émerger des consensus, on a estimé que l'approche incitative pouvait être très intéressante, et notamment l'approche par projet. Il y en a bien sûr déjà beaucoup qui impliquent des acteurs publics, des acteurs privés, qui vont échanger des données. Donc, c'est là qu'on est d'ailleurs proche d'une gestion sous forme de commun. Donc, approche incitative, approche par projet. On a aussi estimé qu'il fallait regarder de près les contrats et les chartes qui existent déjà. Il y a par exemple, puisqu'on parle de Lyon, une charte qui concerne les données d'intérêt général qui vont être ouvertes alors qu'elles ne sont pas couvertes ni par l'open data ni par le système données d'intérêt général de la loi pour une république numérique. Donc l'idée, c'est de finalement capitaliser sur ces approches incitatives, sur ces contrats, pour éventuellement consacrer l'ensemble de la démarche en allant vers des textes législatifs. Nous avons aussi estimé, en analysant la jurisprudence, que tout est prêt, je dirais, pour faire émerger ces données environnementales comme données d'intérêt général, puisqu'il y a de nombreux arrêts, et je citerai simplement l'arrêt glyphosate du tribunal européen, qui en fait fait primer la mise à disposition d'informations environnementales sur les intérêts commerciaux des entreprises qui refusaient de communiquer les dites informations. Donc, capitaliser finalement sur ces approches et trancher aussi la question de la centralisation, la territorialisation. C'est vrai que pour les données environnementales, on peut être tenté par des démarches de type data health, mais c'est oublier qu'il faut faire la part belle aussi à la démarche territoriale. Donc, rester proche des territoires qui produisent, où sont produites les données et où on va pouvoir les utiliser dans le cadre de projets. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. De la même manière, l'approche européenne qui est en train d'émerger, il ne devrait pas pécher par excès de globalisation par rapport à une approche plus pragmatique et fondée sur des projets. Donc, on voit par exemple émerger, à propos du Governance Data Act, on voit émerger des idées de tiers, d'intermédiation. On voit émerger aussi l'idée d'une approche souveraine indispensable, mais cependant, je pense que, et c'est l'objet de cette soirée, je pense que la démarche au plus proche des territoires, finalement inspirée par le principe de subsidiarité, a toute sa place dans la réflexion sur le statut des données. Donc, ce sera tout pour l'instant. Je termine par cette remarque. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je vais laisser la parole du coup à Jean-Marie Bourgogne pour Open Data France. Oui, bonjour à tous. Je vais aborder un peu plus strictement le sujet de l'open data et pas exclusivement le sujet des données d'intérêt général, mais je reconnais que c'est très juste de faire remarquer que l'open data, les données publiques produites par les acteurs publics, sont des données d'intérêt général sur la thématique administrative, au fond, sachant qu'il peut y avoir des thématiques plus métiers, énergie, transport ou environnement. Alors, je vais quand même aussi rappeler où en est l'open data dans les territoires aujourd'hui. On voit qu'on est à peu près à 589 collectivités qui font de l'open data en France, ce qui, de ce point de vue-là, nous place dans une situation où probablement la France est le pays au monde où les collectivités produisent le plus de données. Peut-être que le Japon est dans une situation pas équivalente, mais
Voilà, et on constate que cette progression dans l'ouverture des données est assez continue depuis que la loi République numérique a été promulguée en octobre 2016. 600 acteurs, c'est quand même beaucoup, mais quand on compare ça aux 4600 collectivités qui sont tenues de faire de l'open data et qu'on supprime la petite centaine de collectivités de moins de 3500 habitants qui font de l'open data, on n'est jamais qu'à un peu plus de 10% des collectivités qui font de l'open data, ou pour le dire autrement, 90% de collectivités n'en font pas. Et ça, c'est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que quand on voudra imaginer des systèmes d'information, de pilotage d'action publique ou d'information, créer des services, eh bien, c'est sûr que s'il manque 90% des données, on va avoir quand même des gros problèmes de complétude. Alors, on peut rajouter effectivement à ces acteurs publics territoriaux, de communes, de PCI, départements et régions, tous les acteurs, soit parapublics, GIP, syndicats mixtes, associations comme les offices du tourisme, les AOT, les organismes produisant du transport, mais on peut y rajouter, y compris les délégataires de services publics, puisqu'il faut rappeler que les acteurs, l'open data ne concerne pas que les acteurs publics, mais tout acteur, public et privé, agissant dans le cadre d'une mission de service public. Donc, d'ailleurs, je salue nos amis de Suez aujourd'hui, mais voilà, typiquement des opérateurs, Suez, Veolia, Bouygues, etc., SNCF, sont des acteurs qui doivent produire leurs données à un open data quand il s'agit d'une mission de service public, pas forcément toutes, mais au moins la partie qui correspond au service rendu. Et on en a quand même, pas beaucoup, mais enfin, on en a quand même 35, ce qui n'est pas négligeable. Et si on devait faire observer cette répartition de ces acteurs qui font de l'open data au niveau national, eh bien, en fait, toute la France est couverte de façon assez équitable. Les dom-toms sont un peu en retard, c'est pas surprenant, il y a une effet de distance. Tous les territoires sont couverts. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que toutes les régions font de l'open data, tous les conseils régionaux en font, les 2 tiers des départements en font, toutes les métropoles font de l'open data, les grosses agglomérations aussi. Et vous voyez qu'il y a un très gros retard auprès des petites et moyennes collectivités. Ce n'est pas du tout surprenant, puisque ce n'est pas du tout leur priorité de faire de l'open data. Et pour adresser cette problématique-là, d'ailleurs, Open Data France organise un réseau d'actions au niveau national où justement les grandes collectivités, les régions, départements et métropoles aident à proximité les petites communes pour faire de l'open data. Et on voit que les petites communes qui aujourd'hui ouvrent leurs données le font parce qu'elles sont accompagnées, aidées, soutenues par les plus grosses. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. Et on voit aussi que si on veut pouvoir être entendu par les petites collectivités, quand on leur parle d'open data, il faut leur parler non pas d'open data en termes très général, très politique, mais c'est en quoi l'open data résout les problèmes de votre collectivité. Et aujourd'hui, on voit notamment que tout ce qui est attaché à la mobilité et au commerce de proximité sont des sujets qui vraiment intéressent ces petites collectivités. Probablement que le sujet de l'environnement les touchera aussi, mais sur le commerce proximité, on sent vraiment un très grand besoin. Alors, si on doit aborder maintenant l'analyse un petit peu de la façon dont ces collectivités publient de leurs données, on constate d'abord qu'en fait, on a un premier défaut, c'est que chaque collectivité quasiment publie sa donnée sur son portail personnel et qu'il y a quelques exemples de mutualisation. Et qu'aujourd'hui, pour les 700 acteurs qui publient des données data, on a 180 plateformes nationales sur des technologies différentes, sur des logiques de présentation, de publication, de communication différentes, et qu'on a en première difficulté, on y reviendra après, d'arriver à retrouver les données sur ces sujets-là. Et pour essayer de résoudre ça, notre travail côté Open Data France, c'est d'ailleurs de conseiller aux collectivités de travailler à des formes de mutualisation. Alors, soit des mutualisations de niveau territorial, au niveau d'une plateforme métropolitaine, ou départementale, ou régionale, voire les trois qui peuvent s'encastrer. On a 4 exemples ici. Soit sous une approche thématique nationale. Et le projet transport.data.gouv est vraiment, de ce point de vue-là, exemplaire, puisqu'au fond, c'est une structure nationale qui est rattachée au ministère du Transport, qui agit auprès des 400 acteurs territoriaux, locaux, pour les aider à publier les données sur les transports en commun en particulier. Et vous voyez que ces 400 autorités d'automobilité
plus des 2/3 publient aujourd'hui leurs données en open data. C'est un travail qui a été permis par une structure très puissante au niveau national qui a vraiment fait la différence et qui a travaillé sur la normalisation, sur des licences uniques de publication, donc des cadres juridiques unifiés, alors qu'avant il y avait quand même des gros conflits sur ces sujets-là, normalisation sur les données, centralisation sur les plateformes territoriales, à tel point qu'aujourd'hui un acteur comme Google ou Apple ne fait plus le tour des 400 AOT au web en France, et il va sur le portail national qui devient un portail de référence. Et on voit que ce travail-là est très important, très structurant. D'abord, il nécessite une coopération entre les collectivités et la structure nationale, mais c'est la seule façon d'avoir un point d'entrée unique et de qualité. Demain, je pense qu'on aurait intérêt à avoir dans toutes les données d'intérêt général, les DIG dont on a parlé, probablement des portails thématiques sur l'énergie, la santé, l'environnement, le transport, ça existe. C'est quelque chose de très structurant. Et pour compléter cette analyse, le fait que les données soient distribuées dans plein de portails, alors on a fait le tour de ces portails pour voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, les modélisations des données, ce qu'on appelle les métadonnées, la façon de déclarer les données, sont très différentes. On trouvera ici mobilité, on trouvera ici transport, on trouvera ici train, on trouvera ça déplacement. Donc, on voit qu'on a des difficultés là-dessus. Il faut donc normaliser, bien sûr, notamment les métadonnées qui aujourd'hui posent cette difficulté. On a très souvent des problèmes importants de qualité. Si vous allez chercher des données qui ne sont pas mises à jour depuis plus d'1 an, ben, c'est un souci. Si la moitié des données sont incohérentes ou incomplètes, c'est un vrai problème. Donc là, il y a aussi un très gros travail à faire pour accompagner non seulement la publication, donc la quantité, mais aussi la qualité de ces données. Et un critère important pour faire de la qualité, ben, c'est de normaliser, parce que la qualité, c'est par rapport à un référentiel. Et de ce point de vue, au Open Data France, avec l'État, on met en place des standards qui décrivent, pour des jeux qui nous paraissent essentiels, les données essentielles que l'on doit publier et les formats dans lesquels on doit le publier. Le fait d'avoir des standards nous permet de prioriser, une collectivité commencer à travailler, à publier les données qui sont déjà normalisées. Le fait qu'il y ait des normes permet d'avoir des outillages qui permettent de vérifier que ces données-là se conforment. Le fait qu'il y ait des normes permet aussi de créer des outils de production ou d'extraction. Donc, on a aussi des outils qui permettent de saisir ces données-là. Et vous voyez que dans ce périmètre que je présente, pas beaucoup de données concernent le domaine de l'environnement. Les aires de livraison commencent à en faire partie. Mais on a encore un très gros travail à faire si on voulait essayer de mieux structurer, qualifier les données d'environnement. S'il n'y a pas de standard, il n'y aura pas de données d'intérêt général parce qu'il n'y aura pas ni la qualité, ni la capacité à faire levier sur ces domaines-là. Alors, une question qui est très importante quand on normalise, et on en a évoqué tout à l'heure, c'est au fond à quoi ça sert de normaliser et ces données à quoi elles servent. Eh bien, on a fait ce travail-là d'analyse et bon, on a fait ça sur plusieurs thèmes. On s'aperçoit quand on prend un thème et qu'on l'approfondit que vraiment il y a beaucoup d'enseignements qui reviennent. Je vous invite à aller regarder sur le site de Open Data France pour voir tous les thèmes qui ont été travaillés. Mais je voulais juste témoigner, avant de laisser la parole à mon collègue, quelques exemples de données qui utilisent des données autour de l'environnement. Voilà, à Saint-Paul-et-Dax, par exemple, on peut retrouver avec une carte applicative, et c'est un grand classique, tous les lieux, tous les espaces verts, tous les lieux de collecte et tout ce qui est relatif à la gestion des déchets. La donnée sur l'environnement a permis à la ville de Paris de faire des tableaux de bord sur le suivi et l'information en temps réel auprès des citoyens du nombre de tonnes d'eau ou de déchets ramassés ou de crottes ramassées. Donc, c'est une information qui sert à la fois les directions et aussi le public pour comprendre quelles sont les actions qui sont menées par sa collectivité. Et d'ailleurs, elle peut faire, de ce point de vue-là, on peut porter du poids sur l'administration si elle considère qu'il n'y a pas assez de performance sur ce sujet. On voit aussi que la gestion de l'eau, par exemple, les polluants dans les eaux, surtout en Bretagne où il peut y avoir beaucoup de pollution due à l'agriculture, et bien voilà, le conseil départemental de Côte-d'Armor a mis en place un observatoire sur la qualité des eaux. Et ça permet à la fois aux producteurs et aux utilisateurs de comprendre où aller chercher de l'eau et quelles sont les bonnes pratiques. Alors, mon service déchets, je pense que Suez en parlera mieux que moi, mais c'est une application qui permet de comprendre où déposer tous les objets, les encombrants et comment avoir une meilleure gestion de ces déchets. GoWaste à Bordeaux, c'est une application qui aide vraiment de citoyen à citoyen,
qui permet de favoriser la collecte des déchets quand on doit aller les poser dans l'encombrant dans une déchetterie. Ben, ça organise des systèmes de transport collectif, hein, si vous voulez. Donc, on voit que les citoyens aussi s'emparent de ces informations-là pour améliorer un petit peu leur usage. Et je pense que le meilleur exemple que l'on pourrait aussi donner, c'est Nutri à Nantes. Pour le coup, ce sont des informations qui étaient insuffisamment publiées par la collectivité. Ce sont les associations qui ont pris en charge la collecte d'informations sur notamment la gestion des déchets et qui en ont fait non seulement une application pour indiquer où aller jeter un déchet, mais surtout comment réduire les déchets. Donc, c'est une application qui devient ensuite extrêmement pédagogique pour dire ouais, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, au fond, et comment faire pour réduire ces choses-là. Et donc, on voit que c'est à la fois un travail d'association très citoyenne et qui va bien au-delà simplement de la gestion des objets concernés, les déchets, par plutôt les réduire et donc des bonnes pratiques pour pas en produire. Donc voilà quelques exemples et vous voyez que dans ces 6 cas-là, les données sont très importantes. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant, je répondrai aux questions si vous le souhaitez par la suite. Merci pour votre intervention. Ce que je vous propose du coup, c'est de passer à la dernière intervention par Frédéric Charles. Avec le son, c'est mieux. Ok, mon écran, c'est bon, Antoine? On voit bien, oui. Ok, très bien. Donc en fait, je vais essayer de représenter l'open data des entreprises et vous montrer un petit peu la façon les différences quand même qui ne changent pas nécessairement l'objectif et là où on va, mais peut-être la façon de le faire. Alors, donc déjà, cette question-là de l'open data dans les entreprises, juste par historique, elle a déjà été posée en 2011 et il y a un rapport qui avait été publié par Bluenob dans lequel le petit logo rouge et vert qui était le logo de ces environnements à l'époque était déjà présent dedans. Et on se posait cette question finalement des finalités de l'ouverture des données au moment où il y avait le démarrage de l'ouverture des données en France. Donc, en fait, j'ai entendu peut-être que les entreprises étaient plus réticentes et autres. En fait, j'ai appelé le patron d'Open Datasoft, un éditeur logiciel, Jean-Marc Lazare, juste avant, pour préparer cette conférence. Et je lui ai demandé, est-ce que finalement, à qui tu vends ta plateforme? Et sa réponse, c'est en fait, 50% de mes ventes, dans mes usages, sont dans le privé et 50% dans le public. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un open data privé des entreprises qui n'est peut-être pas nécessairement visible, qui n'a peut-être pas les mêmes finalités, mais c'est ça qu'on va essayer de regarder. Et dans un sondage qu'il a commandé sur YouGov, où on dit, mais on a demandé aux gens, est-ce que le public publie assez de données? On était à 35% pour oui et 36% et 39% côté public et 36% côté privé. Enfin, rien de vraiment significatif. Donc, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de comprendre finalement l'ADN et la démarche. Donc, depuis 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que les données sont stratégiques. On a parlé d'IA, mais c'est presque la tarte à la crème d'aujourd'hui. Mais depuis un certain temps, les systèmes d'information, comme le nom l'indique, ça s'appelle data processing au départ, c'est le traitement de la donnée. Donc, il y a un accroissement du traitement de ces données. Et donc, la collecte et l'exploitation des données, c'est une compétence à organiser. Et il y a des domaines dans lesquels elles sont clés, donc on va mettre beaucoup de moyens dessus, et d'autres où ce n'est pas reconnu et valorisé. Et ça, c'est une des problématiques qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, par expérience, ce que je vois dans les différents domaines, c'est là où en fait on a des données de très peu de qualité, c'est parce qu'on n'y a pas mis de moyens. Alors après, peut-être qu'on n'a pas mis de moyens à juste titre, parce que ça n'a pas de valeur derrière, ou parce que ça n'a pas été demandé, ou on a oublié, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que derrière la problématique des chaînes de données, il y a quand même une problématique de compétences, de coûts et de plateformes. Alors, dans le cadre là, si je reviens plus spécifiquement au cas de Suez, pour nous, on considère que travailler dans les délégations de services publics, la publication de données, c'est différenciant, et on le fait depuis 2014. Ça ne se voit pas parce que c'est ouvert aux collectivités et non pas directement au grand public.
Si je fais les calculs, la plateforme d'ouverture des données, elle a 2500 collectivités locales mutualisées. Donc, si je reprends les chiffres donnés juste avant par Jean-Marie Bourgogne, en fait, on est peut-être la première plateforme open data de France des collectivités sans le savoir en termes de mutualisation. Et pour vous dire que je ne raconte pas de n'importe quoi, entre guillemets, voilà la plateforme, un copier-coller hier, les interventions réseau. J'ai un certain nombre de contrats. Je vais d'abord, une des différences, c'est que je vais me connecter. Et ça, c'est important à une époque où d'ailleurs on voit que l'Internet, on aimerait bien qu'il soit un peu moins anonyme et un peu plus connecté. Nous, on a besoin d'une connexion avec des individus qui sont connus parce que ça va permettre de filtrer le territoire des données sur lequel ils peuvent avoir accès pour des questions contractuelles et donc de ne pas mélanger les données entre les collectivités puisque la plateforme est justement mutualisée. Et c'est exactement le point qui était soulevé par Jean-Marie Bourgogne, qui est de dire aujourd'hui, il y a plein de plateformes open data qui sont pas mutualisées. En fait, la nôtre est unique et mutualisée. Les données qui sont affichées sont les mêmes données que nos applications. C'est-à-dire qu'en fait, la plateforme va aller chercher avec des API directement dans les applications les données d'exploitation et j'y reviendrai et on fera la différence entre les données d'exploitation et les données environnementales pour comprendre un petit peu aussi ce qui a pu être exprimé. Donc, ce sont les mêmes données, donc c'est la transparence. À partir de là, on a la possibilité de faire une recherche et une sélection, de dire je voudrais avoir les interventions qui sont en cours sur le périmètre de ma commune depuis 2019 à 2020 et je vais les avoir et ensuite j'ai le bouton export, télécharger, alors format Excel, désolé, mais c'est ce format-là qui est demandé et qui permet d'alimenter l'open data de la collectivité. Donc aujourd'hui, nous on ne se positionne pas directement dans l'open data des données des collectivités, puisque ce sont bien les données des collectivités, mais on se positionne dans la capacité à donner aux collectivités leurs données à tout moment dans le cadre des contrats pour pouvoir les publier. Et puis, on assure un service derrière, puisqu'on a un support, on peut prendre une copie d'écran, l'envoyer automatiquement par le bouton support, et donc dire, tiens, je ne comprends pas, il y a ça, et ainsi de suite. Et donc, ça devient un moyen de dialogue. Donc, ça, c'est vrai, donc on peut avoir les réseaux, usines et autres. Je reviens sur mon service déchets, qui a été présenté juste avant, parce que là, je suis dans le domaine de l'eau, j'avais prévu présenter Claude, mais c'est vrai que mon service déchets est très intéressant parce qu'en fait, c'est un open data sur un open data. Et donc, ça me montre qu'il faut avoir un peu de sérendipité de temps en temps. Qu'est-ce que je veux dire? Nous, c'est un open data de nos données au sens qu'on a matérialisé l'ensemble de ce que vous pouvez jeter dans une poubelle, un carton, une boîte de lait, et ainsi de suite. Et on en a fait une base de données. Et à partir de là, en fonction des contrats et des couleurs des poubelles, vous allez pouvoir savoir dans quelle poubelle vous mettez quel type d'objet et quel jour il va passer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une application qui s'appelle Yuka, qui avait elle-même travaillé sur Open Food Facts, qui était une base de données en open data, crowdsourcing, où tout le monde était venu mettre son code barre des différentes bouteilles de lait et ainsi de suite. Et donc, nous, en fait, on s'est rappuyé dessus et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un scanner qui a été implémenté cette année où on peut scanner sa bouteille de lait, savoir dans quelle poubelle elle va en croisant deux open data. Notre open data, celui des collectivités, c'est-à-dire quels sont les produits qui vont dans quelle poubelle en fonction des contrats, et l'open data global qu'on n'aurait jamais fait tout seul, qui est l'ensemble des codes barres et avoir la nature des matériaux derrière. Voilà, donc en fait, on est vraiment dans une logique il faut arriver à valoriser ces données. Et en fait, on a sauté la case publication brute des données pour aller directement à quels sont les outils de valorisation des données. Le portail de publication aux collectivités, c'en est un. Mon service déchets, c'en est un autre. Voilà. Après, on pourrait se poser la question, mais pour les données brutes, est-ce qu'il y a besoin de passer par un portail? Et donc là, je vous donne un deuxième exemple où en fait, je vais avoir des capteurs qui vont savoir si un avaloir, donc un avaloir, c'est ce qui va être sur la voie publique et qui va permettre de faire, des grilles, de faire passer rentrer les eaux usées, de bloquer les feuilles, de voir s'ils sont remplis, pas remplis, on va mettre un capteur dessus. Ce capteur, il équipe le réseau et en fait, l'ensemble des données de l'avaloir, plutôt que de les charger au format brut, on va fournir un tableau de bord qui va permettre de façon brute, de pouvoir superviser ces données en masse et donc finalement de leur donner du sens. Donc ça, c'est une deuxième vision des choses importante, c'est de se dire finalement, les données individuelles, intervention à tel endroit et autres, c'est une information
importantes pour des citoyens, importantes pour quelqu'un, mais les données brutes en masse, qu'est-ce que je peux en faire? Je vais leur donner du sens à travers une cartographie, à travers des indicateurs, à travers des taux d'engorgement et ainsi de suite. Et là, on est dans un deuxième outil qui est plutôt de valoriser des données IoT. Et c'est d'ailleurs ce type d'outil, je pense, qui serait intéressant dans le cadre de la valorisation environnementale qui a été citée par Mme Blandin avant. Et là, effectivement, la possibilité pour des chercheurs et autres de revenir sur les données brutes et d'en faire quelque chose. Mais nous, on a considéré depuis le départ que si on n'amenait pas une valeur tout de suite à la donnée, on allait tomber dans les 10% des gens qui s'y intéressaient, des 90% qui ne s'y intéressaient pas. Donc, en fait, on va plutôt essayer de dire que les données sont là, vous pouvez les avoir, mais on va essayer de mettre en avant la valeur derrière la donnée. Et là, ça me fait passer à un troisième cas d'usage qu'on rencontre, qui est venu se greffer. Ce sont des collectivités qui ont décidé de mettre en place des centres d'hypervision pour mieux opérer l'espace public. Dijon en est un, Angers en est un, on va en trouver à d'autres endroits. Et là, on a un besoin d'échange de données entre communes, agglomérations, métropoles, avec les opérateurs de la voirie, entre eux, avec le département. Et donc, finalement, là, on retombe sur une problématique d'échange de données. Donc, c'est une autre forme d'open data. On va être connecté pareil. Ce sont des échanges privés, mais ces échanges privés, ils existent. C'est une réalité et ils font fonctionner aujourd'hui un certain nombre de villes. Je pense que dans le transport, avec le calcul des itinéraires sur les différents sites, c'est de la réutilisation, mais dans certains cas, ça va dans des applications aussi qui sont en interne. Donc là, on arrive à une autre vision de l'open data qui est qu'on appelle l'open API. Et donc, on a en plus des portails, une plateforme open API où de la même façon, vous êtes connecté. Vous voyez un catalogue de données, ça ressemble à une plateforme open data. Vous pouvez vous abonner à ce jeu de données. La différence, c'est qu'à partir de là, on va vous donner un jeton. Et si vous avez un informaticien sous la main, il va écrire un bout de programme qui va utiliser ce jeton. Et ce jeton va vous permettre d'attaquer la plateforme et d'accéder à la plateforme et de récupérer un certain nombre d'appels pour récupérer les données dont vous aviez besoin. Donc là, on n'est pas dans de l'open data classique ouvert sans contrepartie, mais on s'aperçoit que c'est quand même important dans le cadre de l'optimisation et de l'organisation au niveau des territoires. Et d'ailleurs, le mot-clé vers lequel on est passé sur ces dernières années, et nous, qui est plutôt le mot-clé sur lequel les collectivités nous interrogent, c'est la gouvernance de la donnée, c'est plus l'open data. La gouvernance de la donnée, ça inclut l'open data, mais ça inclut aussi tous les processus de gestion. Bien sûr, le RGPD passait par là, parce que dans ces données, il peut y avoir des données personnelles et il peut y avoir des processus et autres à documenter et à gérer. Et donc, en fait, on voit qu'on est passé à un niveau un petit peu plus sophistiqué que l'échange de données. Et une dernière forme d'open data qu'on rencontre, c'est l'open innovation. C'est ce qui était déjà au départ du mouvement et qui a beaucoup fait au départ du mouvement, mais qu'on retrouve encore. C'est-à-dire que finalement, l'ouverture d'un certain nombre de jeux de données dans une logique de laisser d'autres acteurs innover, mais moins dans le fait qu'ils réutilisent la donnée, mais plus de les aider à réutiliser la donnée. C'est là où il y a une petite différence par rapport à l'open data dans sa forme, on va dire, réglementaire de la loi de l'économie numérique, où on va avoir un engagement à accompagner, voire à financer la réutilisation par d'autres acteurs, et ça peut être très intéressant dans le cadre d'associations notamment. C'est très très développé dans l'air, dans les sujets d'air par exemple, mais associations qui vont avoir besoin aussi de ce support. Donc ce qu'on commence à voir au niveau nous, des différents projets, c'est qu'on est de plus en plus dans des données ouvertes au sens large. Il y a de plus en plus de formes de les mettre en œuvre. Dernier point, avant de synthétiser, c'est sur le sujet des données environnementales. Les données environnementales, elles vont demander vraiment de nouvelles approches. On a beau être ancien Suez Environnement, la majorité des données qui sont manipulées dans les systèmes d'information sont des données d'exploitation. C'est-à-dire qu'on est exploitant d'un réseau, on est exploitant et on va intervenir, on va gérer. Alors oui, il peut y avoir un impact
il y a bien sûr un impact avec l'environnement et ça peut être utilisé, mais en fait, on est très très loin des plateformes environnementales dont on va avoir besoin pour adresser les challenges qui sont devant nous en matière de transition écologique. Je cite deux exemples. Sur la qualité d'air, la problématique, ce n'est pas d'avoir 10 armoires qui mesurent quelque part dans une grande ville et le reste d'avoir plein de points et une carte entière, mais qui finalement est calculée par un algorithme et qui n'est pas mesurée, c'est d'avoir de plus en plus de mesures. Et d'ailleurs, il y a eu Ambassadeur qui a été cité à Rennes, qui est dans cette logique-là de multiplier le nombre de points de mesure avec, cette fois-ci, des citoyens qui vont amener de la mesure à des modèles et donc avoir des modèles beaucoup plus précis. Donc, c'est ça le sujet, c'est d'arriver à passer à l'échelle au niveau de la donnée. Et on n'est pas à l'échelle aujourd'hui, il faut le reconnaître. Dans les sujets de l'environnement, parce que l'environnement est beaucoup plus vaste que la voirie et que les quelques sujets qu'on traite. Le deuxième sujet, je donne comme exemple, sur la traçabilité des boues, sur lequel on fait aussi des choses. Le sujet, ce n'est pas uniquement au niveau de la sortie de la station d'épuration, mais c'est aussi au niveau des analyses qui sont faites, du transporteur, jusqu'à sur quelle parcelle d'agriculteurs, qui ensuite a pu d'ailleurs évoluer avec des remembrements, il y a eu tel épandage. Voilà. Donc on rentre dans des choses, dans des notions qui sont nouvelles, qui chez nous font qu'on investit aujourd'hui sur des plateformes techniques qui sont nécessaires et qui n'existent pas. Donc une bonne partie du sujet de la donnée environnementale, et je le lance en débat, en fait elle n'existe pas cette donnée. On peut décider qu'elle est commune, la question c'est comment on va mettre ensemble les moyens pour arriver à la produire. En conclusion, dans l'open data des entreprises qui a suivi son chemin parallèle par rapport à l'open data public plus réglementaire, et c'est vrai que les délégations de services publics sont plus, on va dire, au front que d'autres entreprises, mais on va retrouver des motivations qui sont beaucoup plus diverses. On n'a pas que le réglementaire, on a de l'avantage compétitif clairement, de l'open innovation, de la collaboration, et le travail sur un territoire, et ça c'est essentiel, ça a été dit. Et je souscris tout à fait à cette vision-là, on la retrouve vraiment sur le terrain. Il y a une vraie logique territoriale qui est essentielle et qui doit être mise en œuvre beaucoup plus localement. Les outils ne sont pas les mêmes. L'accès authentifié, ça fait à chaque fois réagir en disant non, l'open data doit être libre accès. Oui, certes, mais quand on voit ce qui se passe avec les GAFA et quand on voit les enjeux qu'on a à tel endroit, nous, on préfère partager avec des acteurs qui sont connus. Ça ne veut pas dire qu'on les interdit pas, mais on veut juste les connaître, c'est tout. C'est comme l'Internet anonyme et l'Internet pas anonyme. Et on voit que la valorisation avec des portails décisionnels, quels qu'ils soient, je vous en ai montré quelques-uns, en fait, peut être très pertinent pour les collectivités et leur donner envie de s'approprier les données et d'aller ensuite derrière. Mais clairement, je ne suis pas en train de dire que la messe est dite, l'open data des entreprises est là, il est loin d'être là, il est aussi peu développé, je pense, que celui public, puisque j'ai dit 50-50. Donc, si c'est 90% qui n'en font pas, on va dire que 90% des entreprises n'en font pas non plus. Qu'il y a un vrai enjeu sur une contribution plus grande au commun, une fois qu'on aura établi quels sont ces communs, et peut-être derrière, je rajoute, qu'on aura essayé de mettre ensemble les plateformes qui vont permettre de produire ces données. Voilà, j'espère avoir lancé le débat et rebondi par rapport à une perspective plus entreprise sur l'open data par rapport à l'open data public. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Ce que je vous propose, c'est de refaire un tour de table pour peut-être en quelques minutes pour chaque personne compléter éventuellement avec les autres interventions. J'ai moi aussi une question à vous poser et ce sera l'occasion d'y répondre. Et ce que je propose, c'est que les participants qui veulent poser leurs questions le fassent en parallèle. Comme ça, après, on pourra directement passer aux questions-réponses. Ma question, c'était sur, donc si j'ai bien compris, il y a une démarche par projet qui est à favoriser. Les territoires ont besoin d'avoir leur démarche, donc ça c'est noté. Mais j'ai aussi noté que beaucoup de petits détenteurs de données avaient du mal justement à se conformer à cette obligation. Et donc ma question c'était, quel est en fait où faut-il mettre le curseur entre un cadre global qui va essayer d'englober tout le monde, mais qui va forcément pas être adapté à tous les acteurs, où est le curseur en fait? Et dans ce cadre, pour favoriser
cet open data et notamment l'ouverture et la réutilisation des données environnementales, où est la place du secteur public? Est-ce que ça veut dire comme un complément, j'imagine, mais plus précisément, quelle est sa place à définir? Ce que je vous propose, c'est du coup de repasser, refaire un tour de table et peut-être commencer par Annie Blandin. Vous avez votre micro encore fermé. Voilà, votre question, c'est la place des collectivités finalement. C'est en fait, je crois qu'on a vu vraiment que c'est une place multidimensionnelle, hein, puisqu'on va de certaines formes de collaboration à des formes plus primaires. Je crois que la clé, elle est vraiment donnée par Frédéric Charles lorsqu'on dit qu'on passe d'une logique d'open data plus ou moins imposée suivant les cadres réglementaires à une logique de gouvernance de la donnée. Et donc, effectivement, où les pouvoirs publics vont être, et les collectivités en particulier, vont être partie prenante. Mais c'est vrai que l'expérience, les expériences existantes ou les projets existants sont vraiment, à mon sens, le matériau sur la base duquel il faut construire. Il faut vraiment une approche pragmatique, bottom-up, donc pour appréhender ces sujets. Je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation. Oui, alors pour compléter, alors bon, moi je suis très intéressé par le sujet de la gouvernance et je crois que les collectivités qui font de l'open data ont démontré qu'elles ont su mettre en place une gouvernance au moins au sein de leur structure. Il faut préciser ce que c'est de gouvernance. Je pense qu'établir des standards, c'est déjà de la gouvernance. Établir des licences adaptées au régime de partage, c'est aussi de la gouvernance. Et aujourd'hui, ni licence ouverte ni ODBL ne sont des licences qui permettent de bien traiter le sujet de certaines données. Donc, il faudrait faire évoluer aussi le corpus juridique pour pouvoir bien introduire. Et la gouvernance, elle ne se décide pas, elle naît parce qu'il existe des outils opérationnels pour le faire. Ça, c'est un point. Le second point que je pourrais aussi indiquer, c'est que la loi ne donne aucune obligation dans la publication. Enfin, elle donne des obligations, mais elle ne donne aucune contrainte, en tout cas financière. Et on a vu que quand il s'agit du RGPD, où les contraintes étaient très importantes, les collectivités ont fait semblant de se mettre en conformité. Elles ont toutes engagé le processus, même si aujourd'hui il est un peu flottant. Et la question, c'est est-ce que imposer des pénalités aux collectivités qui ne publieraient pas de l'open data serait un facteur d'accroissement de la donnée? Je ne suis pas certain. En tout cas, si on le faisait, il faudrait vraiment s'assurer que derrière, enfin, ou à côté, on a mis en place énormément de moyens pour justement favoriser la concentration, la production des données, demander aux éditeurs de logiciels de produire des données normalisées. Et donc, il y aurait sûrement un travail assez important pour renforcer les obligations et renforcer les moyens aussi pour que les collectivités puissent assumer leurs responsabilités sur ce sujet-là, en particulier pour les plus petites. Oui, pour rebondir et contribuer, je suis tout à fait en phase avec ce qui s'est dit par Blandin sur la notion de territoire est essentielle parce qu'elle donne du sens localement. Quand vous raisonnez sur la notion de données, si vous êtes à Biarritz, vous n'allez pas avoir la même approche environnementale avec une problématique de plage atlantique si vous êtes en montagne ou si vous êtes dans une zone fluviale. Donc, à la fin, vous n'allez pas modéliser les mêmes systèmes, en fait. Donc, la donnée, elle est forcément territoriale. Maintenant, oui, il faut un cadre global. Alors, il le faut parce que ça permet d'aller tout de suite à la seconde étape, c'est-à-dire qu'on ne se repose plus la question de la licence, comme ça a été dit par Jean-Marie, ou un certain nombre de sujets, voire on est à risque juridiquement ou réglementairement. Donc voilà, il faut que ce soit établi et posé, et dans ce cadre-là, ensuite, qu'on puisse, en bonne intelligence, co-construire, travailler. Je pense qu'il y a assez de moteurs, positifs, économiques, qui sont là si on sait les activer, pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre en place des bâtons, donc des pénalités et autres. Donc, allons les chercher.
Dans gouvernance, il y a aussi un mot qui a peut-être été cité depuis le début, il y a le côté souverain, souveraineté, on revient un peu à ça. Les collectivités, dans le côté gouvernance, doivent aussi réaffirmer une certaine souveraineté. Et là, c'est juste on va dire le débat classique GAFA appliqué à leur territoire. Quand on voit que des collectivités n'ont pas leurs arrêts de bus dans Google Maps et donc quelque part pénalisent l'ensemble des étudiants qui ont besoin de prendre le bus juste parce que elles n'ont pas négocié d'accord et que Google veut leur aspirer les données. Enfin voilà, il faut traiter ce sujet une fois pour toutes, qui est les licences qui aillent bien. Et à partir de là, qu'on puisse commencer à travailler, sur des vrais projets. La donnée est essentielle et les applications, on va dire, c'est pour ça que moi je veux bien parler de portail. Finalement, les portails mettent en avant, mettent en musique les données. Les applications deviennent de moins en moins importantes aujourd'hui. On le voit dans tous les domaines du numérique, et la donnée devient de plus en plus importante. Donc la donnée, c'est celle qui reste. Et en fait, on construit les applications autour. Donc faisons sortir les données, faisons sortir les sources de données dans tous les domaines, et on construira les bonnes applications ensuite autour. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vais commencer par la question. Une première question, donc. Bonjour à tous. Nous sommes à l'origine d'un format applicable au monde de la construction pour assurer l'interopérabilité entre contenu et logiciel métier. Donc là, il cite le standard. Le format. Nous rencontrons une certaine réticence des grands acteurs en place à adopter ce format qui faciliterait la collaboration. Quelle pourrait être l'impulsion à donner pour faciliter ces usages qui constituent une clé à relever les défis environnementaux de la filière qui est la plus grosse productrice de gaz à effet de serre et de déchets. Alors, je ne sais pas à qui était directement adressée la question, mais au moins, si quelqu'un veut répondre. Je peux donner un éclairage de l'endroit où ça marche, et on l'a peut-être oublié que ça marchait, et après on pourra arrêter de regarder. Dans le cadre des travaux, on a une obligation de faire une demande pour des travaux, demande des ICT, demande d'intention de commencement de travaux, et demande de renseignements au préalable. Et donc, on doit répondre à l'opérateur qui a demandé pour dire « Ah oui, si tu creuses ici, il n'y a pas de conduite de gaz qui va exploser ou de fibre optique qui va être coupée. » Bon, donc pour faire ça, il a bien fallu mettre en place d'une interopérabilité qui en plus a un enjeu, un impact juridique, parce que si on répond et qu'ensuite il y a des problèmes dans les travaux, ça engage la responsabilité juridique de celui qui l'a mis en œuvre. Ça a été fait d'abord au départ entre les acteurs privés, ensuite il y a eu un guichet unique qui est arrivé derrière. Dans les deux cas, on a une plateforme. Donc, c'est bien la plateforme qui va mettre au format les données de tout le monde pour avoir la capacité à répondre et à normaliser des processus, des entrées et des sorties. Donc, je ne sais pas si c'est la solution dans tous les domaines, mais c'est clair que quand une plateforme émerge au niveau d'une industrie, il est plus facile de faire marcher l'interopérabilité plutôt qu'une interopérabilité, on va dire, plus standard, en disant voilà, je dois respecter ça. Ça existe, hein. Nous, dans le domaine de l'eau, on a le Cendre, et dans tous les fichiers d'export, on va appliquer un format standard des données de l'eau, mais on n'est jamais à l'abri d'écarts. Et puis les formats, dans le temps, les choses évoluent, et il faut les faire évoluer. Voilà. Donc je pense que de réfléchir plateforme et de facto d'amener une interopérabilité, on va dire, automatique, ça peut être un moyen, et en tout cas, les travaux sur la voirie l'ont démontré à grande échelle. Je passe à la seconde question, qui est toujours de la même personne. Comment se fait-il que l'on ait autant de mal à faire appliquer le droit à l'interopérabilité? Cette question de droit est d'ailleurs assez peu connue. Moi, je propose une réponse, mais je ne sais pas si j'ai bien compris ce que c'est la notion de droit à l'interopérabilité. En tout cas, je comprends quelque chose, c'est qu'une interopérabilité nécessite un standard, un format qui est établi. Alors, il y a d'abord un aspect un peu technique qui fait peur aux acteurs qui laissent ce sujet-là pour des spécialistes, et donc on parle d'enjeux, mais pas de standard. Donc, du coup, c'est un sujet un peu difficile à faire mûrir, il n'est pas très sexy, il n'est pas très facile à aborder. Le second point, c'est qu'il faut que le standard ou d'interopérabilité soit établi par une communauté dans l'intérêt de chacun.
et qu'en général, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'acteurs essayent d'imposer un standard contre celui de l'autre. Et c'est celui qui aura le plus de poids qui gagnera. Et alors celui qui gagne, bien sûr, il impose aux autres, à ceux qui auraient perdu, le fait de devoir transformer leur format sur le format de l'autre. Et puis c'est celui qui a le format qui, au fond, mène à la barque. On l'a vu sur les formats des vidéos, on l'a vu sur le format des prises électriques, et c'est un sujet assez important. Et dans le temps, d'ailleurs, dans le champ du transport, la France, l'Europe avaient établi des formats pour les données de transport en commun, Chouette et Neptune, Netex. Et en fait, le format qui a gagné à l'arrivée, c'est GTFS, qui est le G de Google. C'est Google qui est arrivé un peu à gagner parce qu'il avait un format beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, et qu'il a transféré ce format à une communauté. Et donc le G veut dire général aujourd'hui, mais même si c'est Google qui l'avait établi. Donc on voit qu'arriver à établir des standards, c'est vraiment un enjeu de gouvernance et de pouvoir des acteurs au sein de cette communauté. Et il faut que le standard soit porté par la communauté et pas par un acteur. Il faut qu'il soit légitime, il faut qu'il soit facile à être approprié. Beaucoup de gens m'ont dit le format qui est lisible Netex est tellement complexe que je ne le mettrai jamais en œuvre, par exemple. Donc on voit que la simplicité est aussi un sujet important. Peut-être ajouter un point. S'il est exact de parler d'incitation à rendre les données interopérables, s'il est exact qu'il y a des formes d'obligation et en tout cas de recours à des standards communs, il est plus délicat de parler d'un véritable droit à l'interopérabilité, qui serait de surcroît un droit général. On peut voir émerger des formes de droit dans des contextes précis, mais je pense que c'est tout de même un peu prématuré d'envisager les choses sous l'angle d'un droit. Même si la question se pose, si on prend d'autres exemples, notamment celui de l'interopérabilité des réseaux sociaux, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre système, encore qu'il y a des problématiques de transfert de données personnelles, notamment si on regarde les réseaux sociaux. On voit bien qu'il y a effectivement potentiellement des obligations, mais qu'un droit à l'interopérabilité est plus difficile à formaliser aujourd'hui. Oui. D'accord. On a également une question. Donc, il existe des places de marché de données. Ne vont-elles pas favoriser l'échange et valoriser l'information des données publiques comme privées? Alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on voit de plus en plus apparaître des acteurs, des brokers de données, donc des acteurs intermédiaires entre les données brutes venant de collectivités ou d'acteurs privés et les utilisateurs finaux, et que ces gens-là apportent une vraie valeur ajoutée pour mettre les données à des formats homogènes, pour garantir des mises à disposition permanentes avec des temps de réponse, par exemple, des niveaux de disponibilité importants, et que pour le coup, ça c'est un vrai service qui peut être payant. Hein. Et très souvent, quand on me pose la question sur la gratuité, on dit la donnée, en tout cas publique en particulier, doit être gratuite. Maintenant, le service, lui, peut être payant. Si on offre un service de mise à disposition de qualité, il peut y avoir de la valeur ajoutée, et donc il peut y avoir des licences attachées à ça. Je ne me rappelle plus du nom d'une, c'est Kizio Digital, voilà, qui est une filiale de Keolis. Keolis, c'est ça. Ça, et Kizio fait un travail exceptionnel de mise à disposition de données de transport. Ils gagnent leur vie grâce à ça, mais les gens qui les réutilisent, Île-de-France Mobilité l'utilise beaucoup, ils sont très contents d'avoir des plateformes, justement, mais c'est des intermédiaires techniques, en fait. Hein, c'est pas des gens qui, quelque part, ils produisent des données de nature différente. Voilà. Mais c'est assez intéressant comme approche. Oui, moi j'ai l'expérience aussi de plateformes dans le cadre de projets de Smart City qui se positionnent pour devenir des coopératives finalement qui vont bancariser un certain nombre de données. Elles ne vont pas les diffuser, elles vont diffuser la fiche d'information de la donnée pour la valoriser. Et en gros, si vous êtes intéressé par tous ceux qui ont amené leur voiture au garage en 2019 et en 2020, combien êtes-vous prêt à payer pour l'avoir? Et voilà. Donc, bon, ça existe depuis assez longtemps. Aujourd'hui, on le retrouve dans différents domaines. Ça facilite, en tout cas, un point essentiel, c'est de
de renforcer le fait que les données ont de la valeur et donc de faire qu'on va s'y intéresser, y compris dans les entreprises. Mais par contre, elles vont se concentrer que sur les quelques… C'est comme les livres dans les grandes surfaces. Ils vont prendre les 20% des livres qui vont faire 80% du chiffre d'affaires et personne ne s'occupera des 80% des autres données qui n'intéressent personne. Donc, il faudra de toute façon, une plateforme beaucoup plus modeste, on va dire, de ce point de vue-là, pour toucher tout le monde et faire que le chercheur, l'universitaire, l'étudiant ou même le salarié puisse aller chercher des données et pouvoir les utiliser lui-même sur un tableur sans passer par une place de marché, quoi, avec sa carte bancaire. La notion d'intermédiation, effectivement, elle est à affiner parce qu'il y a vraiment plusieurs types d'intermédiation. Et si on regarde la position de la Commission européenne sur la gouvernance des données, on voit qu'elle en a plus une vision intermédiation tiers de confiance que intermédiaire en vue de constituer une place de marché, au fond. Oui. Nous avons encore une question. Donc, peut-on imaginer un consortium pour définir des standards de données à l'image des standards de décodage vidéo, images, etc. Ah ben, ça serait bien, ça. Ah oui. Peut-être que pour prolonger un peu la question, c'est quelles sont actuellement les initiatives pour assurer l'interopérabilité des données? Je sais qu'au niveau européen, il y a un cadre pour l'interopérabilité entre les États membres, mais qui est dur à appliquer. Enfin, depuis 2014, il est mis en œuvre. Quelles sont un peu les initiatives européennes, françaises pour assurer justement cette interopérabilité? Donc, plus le périmètre est large, plus c'est difficile à établir. Si on dit je vais établir des formats au niveau français, c'est plus facile que vouloir le faire au niveau européen, parce qu'on comprend que la négociation, la langue, les enjeux, les acteurs, les contextes sont très différents. En tout cas, en France, il existe le Conseil national de l'information géographique, le CNIG, qui lui établit des standards pour les données d'information géographique. Qui est une gouvernance qui est difficile à trouver. Hein. Le CNIG, parfois d'ailleurs, souvent, ils travaillent très bien, je travaille avec eux, ils sont vraiment super, mais ils ont même du mal à trouver leur légitimité dans l'écosystème français, et ça va pas très bien. Heureusement qu'il y a l'hygiène qui est très présent derrière, au fond. Et le CNIG contribue d'ailleurs aux réflexions de la Commission européenne sur tout ce qui est, donc inspire en tout cas, autour des données d'information générale. Donc on pourrait avoir actuellement un CNID, un Conseil national de l'information de la donnée en France, par exemple, qui rassemblerait l'État, les collectivités locales, les différentes filières métiers, l'énergie, le transport, etc. On trouve dans Smart quelque chose. Mais pour arriver à mettre en place ça, il faut que les gens aient mûri. Et je pense que les gens ne sont pas assez mûrs aujourd'hui pour comprendre que c'est un enjeu très important. Oui, il y a quand même l'effet, on va dire, innovation qui est pas facile à faire avec nous, bien sûr, on utilise notamment la normalisation des données géographiques au niveau européen, mais il y a toujours un temps de retard. Parce que, bon, là, je citais l'exemple de la qualité d'air. Vous voulez normaliser l'ensemble des données de la qualité d'air comme on a pu avoir GTFS pour le transport. Déjà, il faut avoir une expérience, il faut avoir des bases, il faut avoir un certain nombre de choses. Et on est dans l'innovation au sens qu'on ne sait même pas encore les applications qui vont se développer derrière. Donc, c'est difficile de normaliser a priori comme ça. C'est souvent des organismes qui ont beaucoup de valeur après à remettre au carré un certain nombre d'initiatives et à donner un cadre qui va plutôt industrialiser, généraliser. Donc, moi, je les vois pas dans la première phase, mais juste après pour déployer à grande échelle et faire ensuite qu'après une première génération, 3-4 ans, on puisse ensuite, que plus personne ne se pose la question. Donc, je rebondis là-dessus. Donc, si je comprends bien, vous êtes plutôt favorable à la démarche européenne actuellement de se raisonner par secteur, Oui. notamment la création d'espaces communs de données, pour justement faciliter en fait, le solutionnement de ces enjeux. Oui, l'interopérabilité, elle est par secteur, les plateformes sont peut-être par territoire, et les communautés. Écoutez, s'il n'y a
pas d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres compléments à apporter, ce que je vous propose du coup, c'est de tout simplement de clôturer la conférence. Je voulais remercier, merci pour votre intervention. Ça a été extrêmement intéressant. Je ne doute pas que ça proposera d'autres débats à suivre. Je voulais également aussi remercier l'équipe d'Open Diplomacy, notamment Félicie qui assure un peu le travail de l'ombre ce soir. Donc merci à elle. Et nous vous proposons également, pour ceux qui le souhaitent, de mettre votre caméra on. Et comme ça, on pourra faire une photo un petit peu qui va servir à faire la promotion de l'événement.